Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Bitcoin. On parlera des enjeux politiques autour de Bitcoin, de la proximité idéologique notamment avec le libéralisme et du changement de paradigme qui est en train de s'opérer au vu de l'actualité. Avant toute chose, j'aimerais remercier la chaîne How to Bitcoin qui a pu m'aider à écrire mon script. Si vous connaissez pas cette chaîne autour de Bitcoin, je vous la conseille. Tout d'abord, qu'est-ce que Bitcoin ? Sans rentrer dans les détails, c'est pas le but de cette vidéo. Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée créée en 2009, permettant d'échanger de la valeur en ligne sans avoir besoin d'une banque ou d'un intermédiaire. Bitcoin fonctionne grâce à une technologie appelée blockchain, un registre public qui enregistre toutes les transactions. Le protocole Bitcoin fonctionne de pair à pair et il est open source. Chose importante, et on y reviendra par la suite, le nombre de Bitcoin à miner est limité. C'est-à-dire que structurellement, le protocole a été conçu pour qu'il n'y ait pas plus de 21 millions d'unités de Bitcoin, sachant que les mineurs de Bitcoin voient leur récompense en Bitcoin diminuer au cours du temps. C'est ce qu'on appelle le halving. Si vous voulez comprendre plus en détail le fonctionnement de Bitcoin, je vous invite notamment à regarder les articles de Bitstack ou leur podcast, ou alors faire un tour sur la chaîne How to Bitcoin. Pour comprendre les enjeux de Bitcoin, il convient de mettre en lumière ces différents cas d'usage. Bitcoin est très souvent vu comme un actif très volatile avec lequel les crypto-traders aguerris peuvent spéculer pour gagner énormément d'argent ou en perdre énormément. Mais aujourd'hui, je vous invite à sortir un petit peu de cette vision. Alors déjà, en termes d'investissement, Bitcoin peut être aussi utilisé pour faire ce qu'on appelle du DCA, Dollar Cost Averaging. C'est une méthode d'investissement qui consiste à placer son argent sur un actif de manière périodique, par exemple une somme fixe tous les mois. Beaucoup de plateformes proposent cette fonctionnalité pour le faire très facilement, voire automatiquement. C'est une stratégie long terme qui existe déjà en bourse depuis longtemps et qui est de plus en plus utilisée avec Bitcoin car sa valeur augmente sur le long terme, en tout cas pour l'instant. En parlant de bourse, on peut aussi noter qu'il existe depuis peu des ETF Bitcoin et Ethereum. Qu'est-ce qu'un ETF ? C'est un fonds d'investissement coté en bourse qui réplique la performance de différents actifs, regroupés par exemple par zone géographique, secteur d'activité ou encore par indice boursier. Et donc en 2023, BlackRock a lancé un ETF Bitcoin qui réplique la performance de Bitcoin, puis en 2024 un deuxième pour Ethereum. Ça a été un bouleversement autant dans le monde de la crypto que de la finance classique, car c'est un acteur majeur dans le monde de la finance, adopte officiellement les cryptos et Bitcoin. D'ailleurs, Larry Fink, le PDG de BlackRock, était jusqu'à présent très critique sur Bitcoin, alors que maintenant il le qualifie d'or numérique. L'intérêt de ces ETF serait de profiter de la performance de Bitcoin sans en détenir. Sauf que justement, beaucoup de Bitcoiners vous diront que l'intérêt de Bitcoin réside dans le fait d'en détenir. Pourquoi en détenir ? Parce que justement, un autre cas d'usage serait la réserve de valeur. En effet, dans les arguments pour décrire Bitcoin comme une réserve de valeur, on retrouve celui de la rareté. Comme dit précédemment, le nombre total de Bitcoin est limité. Il est de plus en plus dur à miner. Ça, c'est pas le cas des monnaies fiduciaires, comme le dollar ou l'euro. En effet, la BCE ou la Fed ne cessent de créer de la monnaie, financer des déficits publics, pour faire du quantitative easing, ce qui les rend moins rares et leur font perdre de la valeur. On parle alors de phénomène d'inflation monétaire, et ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur l'Union Européenne et le libéralisme, en citant Milton Friedman. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Un autre argument réside dans la fongibilité de Bitcoin, ce qui signifie que deux unités de Bitcoin sont impossibles à différencier. Autre propriété très importante, c'est la divisibilité de Bitcoin. Une unité de Bitcoin est fortement divisible. On parle de milli-Bitcoin, micro-Bitcoin, on peut même aller jusqu'à 8 chiffres après la virgule, avec ce que l'on appelle le Satoshi. Un autre argument, c'est la portabilité de Bitcoin, facilement transférable et ce sans restriction. Aussi son inaltérabilité, corrompre la blockchain est très difficile. Et enfin, autre argument très important, c'est l'incensurabilité de Bitcoin. Avec Bitcoin, on a la possibilité de réellement détenir sa monnaie. Et ça notamment en utilisant un portefeuille self-custodial. Très rapidement, le protocole Bitcoin utilise des clés privées et publiques. La clé publique est utilisée pour faciliter les transferts, un peu comme un numéro de compte bancaire, alors que la clé privée permet de prouver la propriété, un peu comme un code PIN ou un mot de passe. Ainsi, avec un portefeuille self-custodial, vous détenez vous-même la clé privée. Et c'est pas une plateforme qui détient votre clé privée. D'où l'expression not your keys, not your coins. Et ça change totalement du système bancaire. Votre banque a un contrôle sur votre compte et vos transactions. Elle peut totalement décider de vous empêcher d'accéder à votre compte ou bloquer des transactions. On peut citer des cas extrêmes qui sont quand même arrivés, comme par exemple au Liban lors de la crise bancaire, où les banques empêchaient à leurs clients d'accéder à leur compte. Aussi, si l'État a accès à votre compte via votre banque, ce n'est pas le cas avec le protocole Bitcoin qui est décentralisé. On peut citer le cas de Chypre. En 2013, lorsque le pays était en faillite, le gouvernement a négocié avec le FMI, la BCE et la Commission européenne une aide de 10 milliards d'euros. En échange, l'État a confisqué ses citoyens en taxant à quasiment 10% leurs dépôts bancaires. Et
repris ces deux exemples de la vidéo Bitcoin est inutile comme monnaie jusqu'à que de John Black, je vous invite à regarder cette vidéo et le reste de la chaîne de John Black. Un autre cas d'usage réside dans l'utilité énergétique de Bitcoin. C'est une utilisation méconnue, surtout que Bitcoin est critiqué justement pour sa consommation électrique, alors qu'en fait ça peut être justement un atout. Pour comprendre ça, il faut comprendre que sur un réseau électrique, il doit y avoir un équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Mais avec Bitcoin, on a la meilleure solution pour moduler la consommation d'électricité en fonction du reste de la demande et de la production. Cet équilibre permet de baisser le prix de l'électricité et même de rendre les énergies renouvelables plus abordables. Je vous invite à regarder la vidéo de Grand Angle Crypto sur le sujet ou encore les articles de Bitstack. Vous retrouvez tout en description évidemment. Maintenant que vous avez compris que Bitcoin n'est pas seulement qu'un actif sur lequel on peut spéculer, quels sont les enjeux politiques derrière ces autres usages? Et quelle idéologie ou mouvement politique Bitcoin peut-il satisfaire? Le premier mouvement qui vient en tête en parlant de Bitcoin, le mouvement cypherpunk, dont beaucoup de bitcoiners se réclament. Il est considéré comme étant à l'origine du Bitcoin. Le terme a été inventé par la hackeuse Jude Milon. Il est composé du mot cypher, qui veut dire chiffrement, et donc de cyberpunk. Le mouvement cypherpunk est un groupe d'activistes qui prônent l'utilisation de la cryptographie pour protéger les libertés et promouvoir les libertés civiles sur Internet. On peut citer en exemple de cypherpunk Julian Assange, qui est le fondateur de Wikileaks. Il existe plusieurs manifestes du mouvement. On peut citer le Cyberpunk Manifesto de Christian Kirchhoff, écrit en 1997, qui parle de rébellion contre le gouvernement, les grandes entreprises et la centralisation du pouvoir, de liberté individuelle, d'autonomie et de droit à la vie privée. La technologie est décrite comme un outil d'émancipation et d'arme contre les systèmes oppressifs. On a aussi le manifeste d'un cyberpunk, écrit par Eric Hughes en 1993. Il abordait déjà des thèmes similaires, notamment la décentralisation du pouvoir, et abordait la nécessité d'un engagement communautaire. Encore avant ça, on avait le manifeste crypto-anarchiste de Tim May, sorti en 1988. Il voyait la cryptographie comme moyen de créer des systèmes financiers plus efficaces et moins dépendants des institutions financières traditionnelles. Pour lui, la réponse au contrôle des masses est la crypto-anarchie. Avec le terme de crypto-anarchie, on comprend qu'il y a un lien entre les cypherpunks et l'anarchisme. L'anarchisme est une philosophie politique prônant l'abolition de l'État et des hiérarchies coercitives et favorise l'autogestion, la coopération volontaire et la liberté individuelle. À ne pas confondre avec l'anomie qui décrit une société sans règles. Sauf que, peut-on dire que la crypto-anarchie se rapproche d'un projet d'anarchie au sens libertaire du terme, qui vise à mettre en place un collectivisme anticapitaliste? En fait, pas vraiment, parce que le projet ici vise plutôt à rendre le capitalisme plus libre et hors de contrôle des États, de leur régulation ou de leur censure. Et Bitcoin n'a pas été créé dans un but égalitariste. Ça serait plutôt le cas de la June, qui est une crypto avec un projet qui se veut solidaire, avec notamment un système de dividendes universel. En fait, on pourrait plutôt parler d'un projet anarcho-capitaliste. L'anarcho-capitalisme prône une société sans État, donc une anarchie, sauf qu'à la différence de l'anarchisme libertaire, l'anarcho-capitalisme prône la propriété privée, le capitalisme laissé-faire, et ce dans tous les domaines, même ceux assurés généralement par l'État, comme la sécurité, la justice ou la défense. Là où l'anarchisme libertaire est égalitariste, l'anarcho-capitalisme prône l'égalité des individus en termes de droits, mais admet les inégalités matérielles que produit le capitalisme. L'anarcho-capitalisme appartient au libertarianisme, qui est un mouvement radical du libéralisme. C'est pour ça que je me suis permis de regrouper les trois. D'ailleurs, je vous invite à regarder la première vidéo de la chaîne sur le libertarianisme. En quoi le libertarianisme est-il compatible avec Bitcoin? Tout d'abord, le libéralisme prône la décentralisation du pouvoir politique, de l'économie et même parfois de la monnaie. C'est notamment le cas de l'école autrichienne de l'économie qui est à la base du libertarianisme et qui est anti-banque centrale. Ça, c'est dans l'essence même du Bitcoin. D'ailleurs, le premier bloc Bitcoin appelé Genesis Block fait référence à l'article qui était sorti ce jour-là du Times qui parle du sauvetage par les banques centrales du gouvernement britannique en réponse à la crise financière de 2008. Ainsi, Bitcoin permettrait d'échapper au contrôle de l'État et des banques centrales et également d'offrir un rempart contre les projets de monnaie numérique des banques centrales, les MNBC, comme l'euro numérique, projet très critiqué par nombre de libertariens. De plus, on pourrait dire que Bitcoin est une innovation technologique issue du marché, d'une initiative privée. De manière plus générale, les cryptos proposent une concurrence monétaire, qui était quelque chose notamment prôné par Frédéric Hayek. Certain nombre d'économistes libéraux voient dans Bitcoin une occasion de corriger les défauts du système monétaire et pensent que Bitcoin pourrait devenir un véritable or numérique et imaginent un étalon Bitcoin. Cependant, on peut nuancer cette compatibilité entre Bitcoin et le libertarianisme, car certains libertariens critiquent Bitcoin autour du théorème de régression. Le théorème de régression est à l'origine de Ludwig von Mises, économiste de l'école autrichienne. Ce théorème a pour but d'expliquer l'origine de la valeur de la monnaie. Selon ce théorème, la valeur actuelle d'une monnaie découle de sa valeur passée. Et en régressant dans le temps, on finit par arriver au moment où la monnaie n'était qu'une marchandise ordinaire dont le prix était fixé par l'offre et la demande. Ainsi, la monnaie acquiert d'abord une valeur intrinsèque en tant que bien échangeable, puis elle devient un intermédiaire d'échange largement accepté. Et ce, même si son utilité non monétaire disparaît au cours du temps. Par exemple, si on prend l'euro et qu'on régresse dans le temps, en passant donc par le franc, la livre, etc.,
etc., on arrive à des monnaies qui étaient convertibles en or, ce qui était leur utilité première. Sauf que Bitcoin serait pour certains un contre-exemple, car Bitcoin n'aurait pas de valeur intrinsèque et aurait été directement pensé comme un moyen d'échange. D'autres estiment cependant que Bitcoin a aussi des usages non monétaires. Un argument serait de dire que sa valeur première résidait dans la curiosité numérique qui était Bitcoin à son lancement. Certains parlent aussi de l'innovation technologique qu'apporte le protocole Bitcoin. Celui-ci peut être vu comme la meilleure solution technologique de plateforme d'eurodatage décentralisée. Ou alors on peut parler du réseau Lightning, qui est un protocole additionnel qui permet d'échanger du Bitcoin tout en dépassant les limitations qu'on avait alors jusque-là. Ainsi, il est en train de dépasser les performances des réseaux traditionnels comme Visa ou Mastercard en termes d'instantanéité, de nombre de transactions par seconde ou de coût pour l'utilisateur. Ou alors on peut aussi parler de son utilité sur la modulation de consommation électrique. En tout cas, si vous voulez approfondir le sujet et vous faire votre propre avis sur la question, je vous laisse des sources en description. Pour aller un peu plus loin, on peut aussi parler d'une idéologie qui est dérivée de l'anarcho-capitalisme, l'agorisme. L'agorisme est une philosophie politique établie par Samuel Edward Konkin III, auteur du manifeste néo-libertarien. Les agoristes sont des libertariens qui ne croient pas en la politique, au vote et aux institutions pour l'avènement d'une société libre. Ils sont opposés à l'électoralisme du Parti libertarien américain. Ils ne reconnaissent pas la légitimité du gouvernement et prônent la participation à une contre-économie, avec donc la création de marchés noirs où s'échangent des biens et des services interdits comme des stupéfiants, des armes à feu ou de la prostitution, ou bien de marchés gris, c'est-à-dire des biens et des services autorisés par l'État, mais avec un échange fait de manière illégale. Au contraire, ils vont rejeter le marché blanc, donc les biens légaux approuvés par l'État, ou le marché rouge qui concerne les biens illégaux non approuvés par l'État et échangés illégalement, qui est violent ou qui constitue du vol. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée à ce mouvement. Le Bitcoin échappant au contrôle de l'État est utile sur le marché gris ou le marché noir. Même si dans le cas du marché noir, je rappelle que le Bitcoin ne rend pas anonyme, on parle de pseudonymat, par contre ça serait plutôt le cas de Monero. Pour illustrer le lien entre Bitcoin et l'algorithme, on peut citer le cas de Ross Ulbricht. Ross Ulbricht est le créateur du site Silk Road, qui était alors accessible uniquement via le dark web. C'était une plateforme de e-commerce où les utilisateurs pouvaient acheter ou vendre des produits illicites. Il y avait surtout de la drogue et des armes jusqu'en 2012, mais il y avait aussi une modération pour interdire la vente de cartes de crédit volées ou de la pédopornographie. Le site utilisait exclusivement Bitcoin comme monnaie de paiement. Il a été fermé et Ross Ulbricht a été arrêté et est toujours en prison. Celui-ci a ouvertement affirmé qu'il avait été influencé par le travail de Samuel Edward Konkin III. Maintenant qu'on a vu quelles idéologies se rapprochaient le plus de Bitcoin, on peut mieux comprendre les implications de Bitcoin dans la politique. Déjà, quand on parle de Bitcoin et de politique, on pense d'abord à Nayib Bukele. Nayib Bukele est le président du Salvador. Il est notamment connu pour ses méthodes drastiques contre l'extrême violence des gangs dans son pays, mais aussi pour sa politique totalement pro-Bitcoin. Le Salvador était jusqu'alors dollarisé, et Bukele a introduit Bitcoin comme monnaie légale. Il a mis en place des infrastructures pour le faire adopter, ainsi que des mesures incitatives comme l'absence de taxes sur les plus-values. Il a lancé un projet de création d'une ville futuriste nommée Bitcoin City, qui serait financée par des obligations Bitcoin appelées Volcano Bonds. Alors pourquoi ce nom? En fait, le Salvador utilise l'énergie géothermique provenant des volcans de la région pour alimenter le minage en Bitcoin. Le pays a aussi lancé une campagne d'achat régulier de Bitcoin afin de remplir la toute première trésorerie d'État transparente et vérifiable en Bitcoin. Cette dernière est actuellement composée d'environ 5800 Bitcoins et le pays prévoit d'acheter un Bitcoin par jour. Apparemment, il aurait inspiré Javier Milei et le gouvernement argentin travaillerait avec celui du Salvador sur la question. Bitcoin est devenu un argument de campagne dans le cadre des élections américaines de 2024. Trump a plusieurs fois changé d'avis sur la question. En 2019 et en 2021, il disait que Bitcoin était basé sur rien et que s'il était non réglementé, il pouvait être utilisé pour le trafic de drogue. Mais dans le cadre de l'élection 2024, il se place en faveur de Bitcoin. D'ailleurs, pour sa campagne, il accepte des dons en Bitcoin et avait même lancé des NFT. Et surtout, il a participé à la conférence Bitcoin 2024. Lors de celle-ci, il a critiqué l'administration Biden. Trump a promis de virer le président de la SEC, la Securities and Exchange Commission, et l'organisme fédéral américain chargé de la réglementation et le contrôle des marchés financiers. Il a parlé de la nomination d'un conseil consultatif présidentiel sur le Bitcoin et les crypto-monnaies et d'ordonner au département du Trésor de suspendre tout développement d'une monnaie numérique de banque centrale américaine. Donald Trump promet de maintenir une réserve nationale stratégique de Bitcoin et de ne jamais vendre les Bitcoins saisis par le gouvernement. Il s'engage aussi à libérer Ross Ulbricht. Concernant les démocrates, jusqu'ici, le gouvernement de Joe Biden s'est montré très strict à l'égard des crypto-monnaies, prévoyant d'augmenter l'imposition sur les plus-values réalisées sur les cryptos de 20 à 40%, ainsi que d'émettre une taxe de 30% sur l'électricité consommée par les mineurs de Bitcoin. Mais l'équipe de campagne présidentielle de Biden s'était rapprochée de plusieurs entreprises de l'écosystème des crypto-monnaies. Sauf que, comme vous le savez, Biden s'est désisté en faveur de Kamala Harris. Celle-ci a intégré des experts crypto dans ses équipes. Certains démocrates ont lancé le mouvement Crypto for Harris, cependant elle n'a pas précisé son positionnement sur Bitcoin ou la crypto. Et elle est quand même la vice-présidente sortante d'un gouvernement qui a mené 4 ans de guerre aux crypto. D'ailleurs, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren avait déclaré que Bitcoin était une monnaie pour criminels. Robert F. Kennedy Jr. est un candidat
candidat indépendant. Il arriverait en 3e position selon les sondages sur les intentions présidentielles. Il est certainement le candidat le plus pro-Bitcoin et en faveur des cryptos. Il était aussi présent à la conférence Bitcoin 2024 et a déclaré qu'il souhaitait placer l'ensemble du budget des États-Unis sur une blockchain. Il s'est dit totalement en faveur de Bitcoin et qu'il prévoyait de transférer les 204 000 BTC détenus par le ministère de la Justice américain, issus notamment de l'affaire Silk Road, vers la réserve fédérale pour être conservé comme un actif stratégique. Il ordonnerait aussi également au département du Trésor d'acheter 500 Bitcoins par jour jusqu'à ce que la réserve atteigne au moins 4 millions de BTC. Il ordonnerait aussi au service des impôts, l'IRS, de considérer toute transaction entre Bitcoin et le dollar américain comme non déclarable et non imposable. Il considère que Bitcoin pourrait être échangé contre un bien immobilier et aussi a parlé de gracier Ross Ulbricht. Chase Oliver est le candidat pour le parti libertarien américain. Il n'a pas fait beaucoup de déclarations sur Bitcoin depuis sa nomination, alors que pourtant le parti compte beaucoup de Bitcoiners dans ses rangs. En tout cas, il a dit qu'il soutenait la libération de Ross Ulbricht, et sur son Twitter, on peut lire qu'il soutient Bitcoin comme système alternatif aux monnaies fiat et qu'il s'oppose au projet de monnaie numérique des banques centrales. Et dans tout ça, qu'en est-il de la France ? Du côté de la gauche française, la position est plus anti-crypto. Jean-Luc Mélenchon parlait en 2022 d'économie de casino. Le NFP parle d'outils de spéculation à encadrer fortement. BFM Crypto avait fait un article dans le cadre des législatives de 2024 sur le positionnement des partis sur la crypto. Éric Coquerel a déclaré à BFM Business que lui et ses alliés politiques seraient pour davantage de régulation comme pour les marchés boursiers, mais qu'il n'est pas certain pour le moment d'aller plus loin que la régulation actuelle. Les écolos parlent eux de contrôler les cryptos afin de lutter contre les activités criminelles, et aussi de toute façon le NFP veut supprimer la flat tax de 30% et la remplacer par une imposition sur le revenu. Du côté de Renaissance, le candidat Emmanuel Macron était présenté comme un soi-disant pro-crypto. En réalité, il a surtout vanté les startups françaises comme Ledger ou Sora, mais à côté de ça, il a mis en place plus de régulation. Et la thématique était totalement absente de son programme présidentiel en 2022. Il soutient la réglementation MiCA, votée par le Parlement européen et notamment par son parti politique. Il a déclaré ne pas croire en un secteur financier autorégulé. Le premier connard qui va venir me parler, le président ultralibéral, je peux vous le dire, ça va bien se passer, hein. Et il soutient la mise en place de l'euro numérique. Au RN, en 2017, Marine Le Pen déclarait que Bitcoin était dangereux et parlait même de l'interdire. Nique ta mère. Mais le RN, un peu comme Trump, a retourné sa veste sur le sujet. En 2022, elle parle de réguler le Bitcoin, mais envisage de proposer un régime fiscal allégé pour les crypto-monnaies et adossé à des projets technologiques d'intérêt général identifiés par l'État afin de favoriser l'investissement privé. Philippe Tanguy n'a pas vraiment répondu sur le sujet dans le cadre de l'article de BFM Crypto. Du côté de LR, pas grand chose. Le journaliste de l'article les aurait contactés, mais apparemment ils auraient rien répondu, même si on peut parler du cas de David Lisnard, qui est le maire de Cannes et créateur du mouvement Nouvelle Énergie, qui avait mis en place un système de tokenisation du patrimoine urbain de la ville en 2022. Mais sinon, pas plus de prise de position sur Bitcoin, ou même les cryptos en général. Du côté de Reconquête, Éric Zemmour en 2022 s'était un peu emparé du sujet crypto lors de sa campagne. Il annonçait réduire la fiscalité sur les cryptoactifs en réinvestissant les gains dans l'économie réelle, de mettre fin à l'enfer administratif pour les professionnels du secteur, notamment à cause de la surtransposition européenne. Il s'était dit en faveur des stablecoins euros par le secteur privé européen, sans attendre la création de l'euro numérique par la BCE. Sinon, dans les plus petits partis, on peut noter le Parti libertarien français, qui est totalement pro-crypto et pro-bitcoin, ou alors le Parti pirate, qui met en avant la liberté d'utiliser la monnaie que l'on souhaite, même si avant dans le parti il y avait des anti-crypto et des anti-bitcoin, mais on peut leur reprocher d'avoir soutenu le NFP pendant les législatives. Et justement, dans le cadre de la campagne législative de 2024, il y avait une candidature bitcoin. En effet, Aurore Galvez-Orvol, cofondatrice de l'entreprise Léonode, spécialisée dans l'achat-vente de bitcoin, et son suppléant Nicolas Cantu, s'étaient présentés dans la 8e circonscription de l'Isère. Leur but était d'interpeller les médias et les politiques autour du sujet bitcoin. En conclusion, on peut dire que Bitcoin n'est pas qu'un actif financier numérique et que les technos innovantes qui l'entourent proposent plein de cas d'usage intéressants. Et Bitcoin peut être vu comme une réserve de valeur sur le long terme. Il y a depuis le commencement un projet politique autour de Bitcoin qui prend ses racines dans le mouvement cypherpunk et proche ou en tout cas compatible avec le libertarianisme. Il y a eu au cours de ces dernières années un changement de paradigme autour de Bitcoin et celui-ci se normalise. Il rentre même en politique, au pouvoir, jusqu'à devenir un argument de campagne dans la course présidentielle de la première puissance mondiale. En France, aucun de nos politiques ne comprend l'ampleur de l'enjeu et l'Europe est à la traîne et surtout va dans la mauvaise direction. Les politiques français et notamment du centre et de la droite doivent se saisir du sujet. Aujourd'hui, un Français sur 8 possède des cryptos. De manière plus générale, l'investissement est de plus en plus accessible et populaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu différente des autres car elle ne traite pas directement du libéralisme ou du libertarianisme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, à vous abonner si c'est pas déjà le cas et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était le Média Libre, le média qui parle de liberté.